Professeur, bonjour, merci encore de nous recevoir. On arrive ici après avoir appris une nouvelle que vous avez vécue hier. La première question qu'on vous pose tout de suite, c'est qu'est-ce qui s'est réellement passé? Eh ben, hier, je partais pour l'extérieur, pour Douala exactement, parce que je suis vice-président de la Fondation pour l'enseignement et la recherche pour le développement en Afrique centrale. Et cet organe a été mandaté par le président en exercice euh, de la CEMAC pour pouvoir mettre en forme le programme économique régional, qui est une étude de prospective pour les 25, enfin pour 2025. Et en ma qualité de vice-président et ayant fait de la prospective, parce que j'ai eu par le passé à diriger Gabon en 2025, donc comme expert, je devais faire une intervention demain pour donner toutes les orientations nécessaires et faire en sorte que très très rapidement, on propose au chef d'État de la sous-région le programme économique régional qui essaie de renforcer le niveau d'intégration. Et on a choisi des économistes gabonais, des économistes de la sous-région en tout cas. Et c'est dans ce cadre-là que j'allais à Douala. Donc, je n'avais pas de problème. L'université gabonaise est en vacances. Donc, dans ces cas-là, je pars comme consultant. Et en plus, j'ai un visa sur 6 mois sur le Cameroun. Donc, je n'avais aucun problème. Euh, Grand fut mon étonnement lorsque la police, recherchant dans l'ordinateur, bon, il y avait des alliés revenus. Bon, ils m'ont courtoisement reçu, j'avoue, et m'entendre dire par la police de l'air et des frontières que je ne pouvais pas avoir accès à l'avion parce qu'ils avaient reçu les instructions. Alors, sur cela, je leur ai demandé de me donner la notification écrite parce qu'un ordre dans un pays normal est toujours écrit. On sait qui a donné l'ordre, pour quelles raisons, et euh, les les citoyens que nous sommes, qui sont intéressés par cet ordre, doivent en avoir la notification, non seulement verbale, mais également écrite. C'est ce que j'attendais, et puis finalement, bon, les pauvres ne pouvaient rien me dire. Ils m'ont demandé de m'adresser au ministère de l'Intérieur. Moi, je n'avais rien à voir avec le ministère de l'Intérieur. Je suis un citoyen qui a un passeport en cours de validité. Je ne vois pas pourquoi je vais m'adresser au ministère de l'Intérieur. J'ai donné trois coups de fil et les vérifications ont été faites et on m'a dit au téléphone, je n'en suis pas sûr, que le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense, c'est eux qui ont donné des instructions et que, semble-t-il, il y aurait eu une réunion il y a 2 jours où ils en ont décidé et que il y a un grand nombre de personnes qui sont impliquées, non seulement ceux qui tournent autour de Jean Ping, tous ceux qui sont supposés être des opposants, les gens de la société civile qui ne sont pas d'accord avec le pouvoir, et qui, enfin, que la liste semble-t-il, puisque je n'ai rien vu. euh, alors j'ai attendu un peu et quand j'ai eu cela, je suis rentré à la maison. Bien évidemment, ça a vite fait le tour du monde. Des amis m'ont appelé. Moi, ce qui était important, c'est d'aviser effectivement mes collègues et dire que j'étais dans l'impossibilité de pouvoir voyager. Alors, il reste que je prends toutes les dispositions nécessaires pour attaquer en justice le ministre de la Défense et pour atteindre à la liberté individuelle. Bon, donc, effectivement, j'en suis là. Et voilà ce qui s'est exactement passé hier. Alors donc je n'ai eu aucune raison, aucune raison. Je n'ai pas eu de notification. Je vois en passant que bon, je ne vais pas m'en prendre aux policiers de l'aéroport qui, semble-t-il, ont reçu des instructions. Mais l'instruction, dans ce cas-là, dans des cas aussi graves, n'est pas verbale. Elle est écrite. Et ce que j'aurais bien aimé avoir, si nous sommes dans un état de droit, c'est la notification. Alors, être ministre de la Défense, être ministre de l'Intérieur et ne pas se soumettre à la loi, pour moi, véritablement, c'est un parjure de plus. Est-ce qu'aujourd'hui, vous parlez de votre sentiment, on est finalement dans un état, on est dans un état policier, on est dans un état où
libertés fondamentales n'ont plus droit de citer. Mais généralement, quand on est en état de siège, tout ça c'est réglementé par la loi. Là, c'est un comportement d'état voyou. Et je mesure mes mots. Parce que, véritablement, si je constitue une menace pour la République, qu'on me le notifie. Et moi, je me plie à la loi. Mais que ceux qui sont chargés momentanément de gérer la chose publique ne transforment pas l'État gabonais, qui est un État sérieux, en État voyou. Parce que c'est des comportements de bandits et de voyous. Nous attendons, si je suis coupable de quelque chose, j'en réponds devant les autorités judiciaires ou autres. Mais il faudrait que ce soit conforme à la loi. Ça, c'est le premier commentaire que je ferai. Le deuxième commentaire, c'est que, sur le plan personnel, je ne comprends pas cette fébrilité et cet acharnement du pouvoir contre moi. Et je ne comprends pas. Et ça dure depuis un certain temps. Jusqu'à présent, je ne réagis pas. Et quand je parle de pouvoir, c'est à Ali Bongo que je vois. J'ai été victime d'une tentative d'assassinat. Le ministère public, ministère de l'Intérieur, est monté au créneau. Le ministre de l'Intérieur est monté au créneau, le ministère public est monté au créneau, le procureur de la République est monté au créneau. 3 ans après, au silence radio. Ça veut dire qu'on n'est pas dans un état sérieux. Ensuite, ce n'est pas tout. À l'université, on m'empêche de faire cours. Je n'ai rien dit. À l'université, on a demandé à des gens que j'ai torchés, au sens propre comme au sens figuré, que j'ai agrégé de m'insulter. Je l'ai encaissé. On m'a empêché, après avoir dirigé des thèses, de faire soutenir des thèses. J'ai encaissé. Pire, je dirige une thèse. On va dans l'irréparable, ce qui est inacceptable partout au monde. On prend quelqu'un qui n'en a pas les compétences, on lui approprie la thèse et la thèse est soutenue en dehors du directeur de thèse. Il n'y a qu'au Gabon de par le monde qu'on peut voir ce genre, je ne sais même pas une déviance. Ça veut dire que je ne parle même pas de morale. C'est indescriptible. Voilà tout ce qu'on m'a fait. On a supprimé les crédits du laboratoire. On m'a supprimé toutes les primes que j'avais à l'université. Mieux, j'ai été directeur de l'école doctorale parce qu'en plus effectivement, de ce que je représente sur le plan international, je dirige un laboratoire qui a une autorité internationale. On a coupé les crédits du laboratoire. On m'a enlevé et chargé de l'école doctorale. Pourquoi? Parce que je dirige un laboratoire. Un laboratoire qui attire les gens de par le monde. Tous les Africains qui veulent être agrégés en économie passent par Libreville. Alors, non content d'avoir fait tout ça, on m'empêche de pouvoir réaliser ce qui me restait, ma carrière internationale. Parce qu'il y en a qui font de la politique toute une vie. Moi, je ne fais pas de la politique toute une vie. J'ai une carrière universitaire consacrée sur le plan international. Alors, quand on en vient là, je crois que c'est une atteinte vraiment personnelle. Donc, je dis à Ali Bongo que ça suffit. Je ne m'attaque pas aux sous-fifres. Il faut qu'Ali Bongo se ressaisisse. En tant que chrétien, je prie pour lui parce qu'il est très malheureux. Il faut qu'il se ressaisisse. Il faut faire la part des choses. La politique, si Ping l'a menacé et tout ça, je me mets en marre de ses problèmes personnels avec Ping. Parce que je sens que la République n'y est pas. Mais maintenant, quand je donne un avis, c'est un avis que je peux prouver. Et cet avis, je le donnerai toujours. Donc, je lance un dernier appel à Ali Bongo pour dire que j'en ai marre. Il faut qu'il arrête. Voilà le commentaire que je peux faire. En tout cas, vous réservez le droit de toute action dans les jours à venir. Alors, on va passer à autre chose, professeur. Au-delà de toutes ces tracasseries que vous subissez depuis un long moment, vous êtes un économiste averti. Aguerri, en tout cas. En tout cas, pour nous, les médias, vous êtes un spécialiste. On va tout de suite attaquer le pan du FMI. Alors, voilà un chef de l'État qui tient un discours à la nation, entre griffes, et qui dit on doit s'en réjouir de cette arrivée du FMI. On pourrait relancer l'économie. Il n'y a rien à craindre. Tant que je suis là, les choses iront pour le mieux. Professeur, vous qui avez
par le passé dénoncé un certain nombre de dysfonctionnements qui vous a valu tout ce que vous subissez. Est-ce qu'aujourd'hui encore, ce que vient de dire Ali Bongo, euh, on peut prendre ça comme argent comptant? Il y a du vrai et du faux dans ce qu'a dit le président. Ce qui est vrai, c'est qu'une fois que le Fonds monétaire intervient, on pense que tout va aller pour le mieux. C'est ce qu'on pense. Mais il faut voir la nature de l'intervention. Le Fonds monétaire international a été créé pour résoudre les problèmes de court terme, conjoncturels, pas les problèmes de développement. Ça veut dire que lorsqu'un pays est en crise, il fait appel au Fonds monétaire. Ça commence par une lettre d'intention qui est signée, qui ne peut être signée que par le chef de l'État ou par le chef du gouvernement. Ce n'est donc pas le Fonds monétaire qui vient dans le pays, non, c'est le pays qui demande au Fonds monétaire de venir. Parce qu'il y a essentiellement un problème, ce qu'on appelle un problème de paiement. Vous avez pris de la marchandise à l'extérieur, vous ne pouvez pas payer parce qu'il y a une crise de trésorerie et vous faites appel au Fonds monétaire. Quand le Fonds monétaire arrive, c'est pour ajuster, équilibrer. Ce n'est pas pour relancer l'économie. La relance de l'économie, elle est d'un autre ressort, c'est la Banque mondiale. Donc, dire que le Gabon, on va relancer notre économie, c'est faux. Ce n'est pas le Fonds monétaire qui relance une économie. Le Fonds monétaire vient pour ajuster. Autrement dit, on appelle ça un accord de confirmation. Un accord synalagmatique où les deux parties s'engagent l'une vis-à-vis de l'autre. Le Fonds monétaire vous apporte des ressources pour que vous réglez votre dette de court terme à l'extérieur. Mais pour être sûr de rembourser, il met en place un programme avec vous. Et le point de départ du programme, c'est les mesures préliminaires. Vous prenez l'engagement de prendre un certain nombre de mesures, voire même drastiques. C'est le pays, le gouvernement qui prend ces engagements. Le Fonds monétaire n'impose pas. Et dès lors que vous avez pris ces mesures préliminaires, on signe ce qu'on appelle un accord de confirmation, qui est un genre de crédit stand-by. Il vous donne de l'argent, il voit ce que vous faites de cet argent, et c'est assorti de revues à mi-parcours. Voilà pourquoi, au bout de 3 mois, 6 mois, selon les termes de l'accord, le Fonds monétaire vient. Donc dire que nos problèmes sont résolus parce que le Fonds monétaire vient, je dis que c'est faux. Bongo a menti. Mais dire que le Fonds monétaire vient, c'est des perspectives à venir qui peuvent être bonnes, là c'est juste. Ce n'est pas le Fonds monétaire qui développe un pays. Non, le Fonds monétaire vient nous donner des ressources dont nous avons besoin à court terme pour stabiliser et régler notre dette à court terme vis-à-vis de l'extérieur. Il n'y a rien à craindre? Il y a tout à craindre. Premièrement, lorsque vous prenez des engagements dans des pays comme les nôtres, où des dirigeants sont sans foi ni loi, ils prennent des engagements et ils ne les suivent pas. Parce qu'il s'agit effectivement de réduire le train de vie de l'État. Mais le train de vie de l'État, c'est toute la structure de consommation de l'État qui concerne tout le monde, aussi bien ceux qui sont en haut que ceux qui sont en bas. Mais généralement, ce qu'on observe, c'est qu'il y a des poches de ressources qui sont réservées à ceux qui sont en haut. Deuxièmement, pour appliquer des véritables mesures, parce que ce que le Fonds monétaire fait, c'est exactement ce que fait tout banquier, il vous demande d'amener vos dépenses à la mesure de vos ressources. Or, nos ressources sont amenuisées depuis qu'il y a une crise sur le pétrole, choc pétrolier. À partir de ce moment-là, on doit pouvoir réduire nos mesures. Mais toutes nos mesures, vous avez un gouvernement de 38 membres. Ça, c'est une indication que, véritablement, ça aurait été la bonne indication. Ramener le gouvernement ne serait-ce qu'à 25 membres. On aurait su que vous faites des efforts parce que chaque membre du gouvernement, il y a des conséquences en termes de dépenses. Donc, ce qui arrive très souvent, c'est que vous ne suiviez pas le programme que vous-même, les engagements que vous avez vous-même pris. Et souvent, on dénonce l'accord. Donc, tous les risques sont là pour que l'accord soit dénoncé. Mais ce qui peut également arriver, c'est qu'on prolonge l'accord. Cela veut dire que, au lieu d'un accord de 18 mois, 36 mois, on va le prolonger parce que, visiblement, on ne s'en sort pas. Donc, le fait que le Fonds monétaire vienne, ça nous sert de caution pour pouvoir prêter à l'extérieur,
parce que c'est une caution dès que le Fonds monétaire intervient, mais ce n'est pas ça qui développe le pays. Vous pouvez effectivement, pour pouvoir emprunter, vous pouvez emprunter pour boire du champagne. Ce n'est pas le Fonds monétaire qui va, vous pouvez emprunter pour acheter des voitures de luxe. Ce n'est pas le Fonds monétaire qui va vous en empêcher. Donc, le Fonds monétaire est une condition permissive, mais ce n'est pas une condition suffisante pour qu'il y ait le développement. Il faut une volonté politique, il faut des programmes de long terme qui sont bien élaborés, bien conçus, parce que le développement, c'est un acte volontariste. Donc le gouvernement gagnerait à être flexible. Il gagnerait, mais cette flexibilité-là, c'est le gouvernement qui la permet. Quand vous faites venir le Fonds monétaire et que vous prenez vos mesures préliminaires, le Fonds monétaire ne connaît pas comment réagit le pays, ne connaît pas la situation sociale du pays, les tendances politiques du pays. C'est à vous, en fonction du rapport qui vous lie à votre peuple et aux différentes composantes de votre pays, d'ajuster pour proposer au Fonds monétaire ce qui est bien. Non pour le Fonds monétaire et non pour vous, mais pour votre peuple et votre pays. C'est comme cela que ça marche. Malheureusement, c'est le contraire. Est-ce que les mesures au niveau des grandes écoles là, font partie déjà des... Alors, il y a eu quoi comme mesure au niveau de... sur les inscriptions et tout le reste? Est-ce que c'est pas déjà le Fonds ça, c'est encore le mal de notre pays. Dans tout pays sérieux, dès qu'il y a un problème, on analyse le problème et on propose des solutions. Nous, on constate. Dès qu'il y a constat, on trouve une solution. Qu'est-ce qu'on constate? Ah, il n'y a pas suffisamment de ressources de l'État. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On augmente la bourse des étudiants. On ne part pas d'un constat pour une solution. Non, la solution suppose l'analyse. L'analyse suppose qu'on mette en relation l'antécédent et les conséquents en regardant les véritables causes. Et là, on va au fond du problème. Or, les politiques, surtout le PDG et les politiques de notre pays, c'est au plus pressé. On prend de la tôle, on coupe, on met... Ah oui, on a pris des décisions, on va faire la publicité. Non, un pays ne se gère pas comme cela. Vous constatez qu'il n'y a pas suffisamment de ressources dans nos universités. Ah, pourquoi n'y a-t-il pas de ressources? Les financements ne sont-ils pas suffisants? Ceux qui sont donnés sont-ils bien utilisés? Au profit de quel secteur? Au profit de quelles entités? Comment? Une université n'est pas faite pour faire des cours, non. Sinon, on secondarise l'enseignement supérieur. Une université, son rôle, c'est la production de la connaissance. Et parce qu'elle produit la connaissance, elle est mieux à même de la transmettre. Voilà le rôle d'une université. Alors donc, vous n'allez pas réduire l'université à faire des cours complémentaires, à faire ceci. Non, ce n'est pas une université. Donc, quand on finance une université, on finance d'abord la recherche, qui vise à faire reculer les limites de la connaissance. La recherche fondamentale dans les universités, la recherche appliquée dans les universités au service des entreprises et au service de l'administration publique. Voilà ce que c'est une université. Donc, nous avons des entreprises qui ont des problèmes, nous avons le service public qui a des problèmes, on devrait mettre à contribution la recherche à l'université. Donc, quand on finance, qu'est-ce qu'on finance? Maintenant, on va dire, non, il n'y a pas d'argent, on fait payer les étudiants. Mais c'est le serpent qui se mord la queue. Quels étudiants vous faites payer? Ils appartiennent à quelle famille? Quelles sont les ressources de leur père et mère? Vous pensez résoudre un problème, vous créez les délinquants parce qu'ils vont aller braquer pour payer les frais d'inscription. Moralité, c'est ce que je reproche au PDG et toutes ces ramifications qui sont nulles. Et c'est ce que je leur reproche. On ne part pas d'un constat. On fait une analyse, on analyse, on trouve des solutions. Et cette analyse-là, elle est faite dans des instances agréées. Ce n'est pas parce qu'on est chef qu'on connaît. Non, on recourt à ceux qui connaissent. Et ceux qui connaissent, ils vous amènent leur analyse que vous rectifiez parce que vous avez une meilleure connaissance du terrain. Parce que vous êtes un politique. Vous avez signé un contrat avec le peuple. Vous vous êtes engagé. Vous avez pris certains engagements. Et là, vous corrigez ce qui est technique avec les techniciens pour mieux rendre service au peuple. Et c'est le but de tout pouvoir. C'est ça la politique. Se mettre au service du peuple et non se servir du peuple. Je vous remercie.